Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Cactus sur table, 21h. Nous sommes le 2 février 2021, veille de match demi-finale, on va peut-être le dire en passant. Cameroun-Maroc, c'est demain dans le cadre du CHAN. Ce n'est pas le sujet de ce soir. On parlera de deux thèmes. D'abord, le cardinal Pietro Parolin, qui est le secrétaire d'État du Saint-Siège, a entamé jeudi dernier une visite au Cameroun, une visite de 5 jours. Cette visite-là, tour à tour, a mené, d'abord il est atterri à Yaoundé, puis il est allé à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Il a également rencontré le président de la République, c'était vendredi dernier au Palais de l'Unité. Il était avec les évêques du pays au siège de la conférence épiscopale. Et d'ailleurs, ces évêques en ont profité pour dire leur mécontentement quant à l'évolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces évêques qui ont plusieurs fois tenté des médiations entre les différentes parties prenantes au conflit. Ça va faire l'objet du premier thème de ce soir, résolution de la crise anglophone, l'apport de l'Église catholique. Qu'ont-ils fait jusqu'ici déjà? Que peut-il faire de plus? Est-ce que la visite au Cameroun de l'envoyé du pape pourrait éventuellement contribuer à mettre davantage de paix dans cette zone-là? On va essayer de le voir avec les panélistes. Le deuxième thème, diaspora, sous-entendu camerounaise, pour ou contre la République. On parle beaucoup de nos frères camerounais qui sont à travers le monde, leurs actions leurs actions sur les divers plans politiques, économiques, société, même si c'est davantage sur le plan politique qui s'illustre. Ce soir, on va essayer de voir, s'interroger, pour savoir si cette diaspora-là, évidemment, contribue au développement de la République, ou qui sait peut-être s'il est un caillou dans la chaussure de la République. 4 panélistes. On aurait souhaité avoir Moïse Ndoumbe ce soir. Il devait partir de la France hier. Malheureusement, il n'a pas pu embarquer. Du moins, il a été débarqué de son vol Air France pour des raisons non pertinentes de son déplacement. Vous savez que là-bas, ils sont en plein Covid. Et la France est en situation d'isolation, je vais le dire comme ça, par rapport au reste du monde, sauf l'Union européenne. Cela dit, on a Eric Ngemaleu. Bonsoir Eric. Bonsoir Dipita. Vous êtes politologue, juriste, spécialiste des droits de l'homme. Vous êtes président de Soliuni. Soliuni, c'est une association de la diaspora camerounaise qui est en Belgique, si je ne me trompe. Effectivement. Et qui est venue au Cameroun cette année, il y a quelques jours, remettre des prix. Et entre autres, j'ai l'honneur de vous l'annoncer avec beaucoup de modestie, mais aussi très grande fierté. Cactus sur table a été récompensé pour 2020 comme étant l'émission politique de cette année-là. On en parle dans une minute. On a également sur ce plateau Dilian Coin. Bonsoir Dilian. Bonsoir Dipita et bonsoir à vous, nombreux téléspectateurs. Bonsoir à tous nos militants qui paient le prix lourd de leur combat pour la liberté de ce pays. Je leur adresse un réconfort certain et je leur réitère notre engagement à poursuivre le combat, quitte à ce que le Cameroun soit libéré des prévaricateurs, de ceux qui se sont permis de prendre en otage la liberté et la vie prospère des Camerounais. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti du professeur Maurice Kamto. Franck ici, bonsoir. Bonsoir Dispita, bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent. Vous êtes du CPP et du Stand Up for Cameroun. Merci d'être là ce soir. Je vais vous dire bonne année. Hein. D'ailleurs, aux autres aussi, ça fait un bon moment. Effectivement, c'est la première fois depuis 2021. Donc, très heureux d'être là. Heureusement que l'année a encore 11 mois. Et évidemment, on vous sollicitera davantage. Bétéguin, bonsoir, bonne année. Merci, bonsoir. Meilleurs vœux à tous vos téléspectateurs, toujours aussi nombreux. J'adresse également mes vœux à mes copanélistes. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir et merci de m'accueillir. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti proche ou alors parti au pouvoir, que dirige évidemment le président de la République, par ailleurs, Paul Biya. Cela dit donc, on va peut-être d'abord entrer en commentaire d'un moment à l'autre, le temps de prendre un reportage
qui revient sur cette cérémonie de remise des prix qui a consacré un certain nombre d'acteurs, des acteurs sociopolitiques du Cameroun. C'était donc grâce à l'initiative de cette association, Soliuni, qui, comme je l'ai dit, est basée en Belgique, et on revient sur le plateau faire un petit commentaire. Dans cette catégorie, devant d'autres émissions politiques. L'année 2020 a ses acteurs et débats politiques au Cameroun. Sélectionnés par un jury choisi par l'association Soliuni, ces derniers sont récompensés ce 30 janvier 2021. Parmi eux, avec le prix de la meilleure émission politique, l'émission de débat Cartes sur table, diffusée chaque mardi à 21h sur Spectrum Television. Notre chaîne s'est donné le défi de donner la parole à tout le monde, d'essayer de réunir tous les acteurs dans un principe d'éthique, de professionnalisme et dans un esprit républicain. Et je pense que si nous sommes récompensés aujourd'hui, si ceux qui nous regardent ont pensé que nous méritons ce prix, nous leur en sommes modestement reconnaissants. Autre catégorie, celle du meilleur talk show politique, prix décerné au programme télévisé La Vérité en face, présenté par Cédric Noufélé. Célestin Jamen reçoit la récompense de l'homme politique de l'année 2020. Et aujourd'hui, je reçois ce prix, n'est-ce pas, comme une espèce d'encouragement pour continuer sur la trace et sur le sentier de ceux qui nous ont précédés. André Luther Meka, quant à lui, est choisi comme le meilleur communicant politique de 2020. Extrêmement ému par rapport à ce prix, cela démontre que nous sommes regardés, nous sommes jaugés, et d'autant plus que ce prix vient de la diaspora, cela m'anime beaucoup. Le prix du meilleur débatteur politique revient à Abel Elimbi Lobé. L'association Soliuni remet le prix spécial du jury pour l'ensemble de sa carrière à Cyril Sambaka. Cela montre qu'au-delà du Cameroun, les Camerounais de la diaspora se réunissent pour voir ce qui se passe dans leur pays et proposer. Il faut noter que l'association qui organise ces awards est une organisation de la diaspora camerounaise d'Europe basée en Belgique qui promeut l'émergence politique et la bonne gouvernance en Afrique. Un prix dont on va dire quelques mots, Eric. Je veux dire que peut-être on va commencer par présenter cette association-là qui, comme vous dites, mène ses activités en Europe, en Belgique notamment. Présenter les acteurs qui l'animent, qui c'est peut-être le jury, les éléments qui ont permis de sélectionner ou alors de récompenser tous les heureux récipiendaires. Commençons par le plus simple. Association Soliuni. Qu'est-ce que c'est? L'association Soliuni, c'est Solidarité Universelle. C'est une association de droit belge qui existe depuis près de 2 décennies, légalisée depuis 2007 en Belgique. C'était d'abord une association de fait de 2000 à 2007. En 2007, elle a été légalisée et jusqu'à aujourd'hui, c'est une association qui est fiscalement en ordre en Belgique et qui aide les Africains dans différentes activités. Et par rapport au prix Soliuni, c'est un prix normalement qui était destiné aux personnes qui se faisaient remarquer pour leurs activités en faveur de la paix, pour ceux qui luttaient pour plus de justice sociale et d'équité en Afrique et ailleurs. Cette année, Solidarité Universelle a décidé de venir au Cameroun encourager les acteurs politiques pour leur dire que de loin nous leur suivons, nous les encourageons, qu'ils poursuivent ce travail d'éveil de conscience et participer aussi à favoriser le contradictoire. D'accord. Alors, qui sont les membres qui composent cette association-là notamment? Qui sont ceux? Quel est le processus de sélection, déjà peut-être dénominé, mais aussi à la fin du processus de remise des distinctions. Comment ça se fait là-bas? En effet, en ce qui concerne les prix, c'est le comité directeur qui, n'est-ce pas, le comité directeur de l'association. Qui fait office de jury. Qui fait office de jury. Combien de personnes? Nous sommes 10. D'accord. Et voilà, parmi les récipiendaires, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un vote. Et quand il y a majorité,
Voilà, comme dans votre cas, il y a eu majorité, vous avez gagné. Cette année, tous ceux qui ont gagné, c'était la majorité. Mais parfois, quand il y a égalité, le président que je suis, je tranche. D'accord, la voix prépondérante. Alors, une idée du profil de ces personnes qui composent ce jury-là? C'est des personnes, c'est des Camerounais de la diaspora et des personnes qui ne sont pas... Il y a aussi quelques Africains qui ne sont pas Camerounais et quelques Belges également. D'accord. Et vous avez dit, il s'agit de la 10e édition, c'est ça? C'était la 40e édition, la dernière fois que vous avez remis un prix? La dernière fois que nous avions remis un prix, c'était en 2017. Et pourquoi il n'y a pas eu d'édition 2018-2019? Justement parce que nous ne voulions pas remettre des prix pour remettre des prix. On se préparait pour remettre des prix aux personnes méritantes. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, les 3 dernières années, nous n'avons pas remis de prix. Mais cette année, nous avons décidé d'innover, de venir sur place, sur le terroir, voilà, encourager nos acteurs politiques. Et les années antérieures, je veux dire que 2016, il y a eu des prix. 2015, ben, je veux dire que c'est un peu... Vous dites, vous ne vouliez pas remettre des prix pour remettre des prix, c'est-à-dire que les prix préalablement remis étaient faits dans un esprit fantaisiste? Non, non, jamais. C'est toujours par le comité directeur. Le dernier prix que nous avions remis, c'était à Eno Meyemes. D'accord. Écrivain en politique camerounais. On peut voir quelques noms des autres récipiendaires. Bida Grégoire a déjà eu le prix Soli Uni. D'accord. Eno Meyemes a déjà eu le prix Soli Uni. Gisèle Tientu, icône de la lutte contre le VIH au Cameroun, a déjà eu le prix Soli Uni, pour ne citer que cela. Et qui sont, je veux dire, quels sont les critères qui participent à la distinction des récipiendaires ou des nominés? Je veux dire que quels sont les éléments sur lesquels vous vous fondez pour cet exercice-là? J'ai bien dit par le passé, c'est les personnes qui se sont fait remarquer pour leur activité en faveur de la paix, pour plus d'équité sociale, justice en Afrique et ailleurs. Alors vous comprenez, je veux dire, il y a eu des réactions depuis que ces prix ont été remis. Des réactions évidemment ici au Cameroun ou alors parmi vos compères de la diaspora. Vous comprenez ces réactions? Beaucoup se sont... évidemment, il y en a qui ont apprécié, mais il y en a qui ont contesté à la limite, qui ont remis en cause certains prix ou sinon tous les prix. Bon, ceux qui ont contesté, est-ce qu'ils sont membres de Soli Uni? Comment pouvez-vous contester le prix d'une association dont vous n'êtes pas membre? Voilà, c'est le comité de Soli Uni qui a remis des prix aux personnes qu'elles pensaient mériter. Donc, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour le prix, c'est normal. Même pour le Ballon d'Or ou pour Miss Monde ou Miss Cameroun ou quoi, il y aura toujours des gens qui vont contester, d'autres qui diront qu'ils sont pour ou contre. Mais le but ici, pour nous, c'était quoi? C'est d'encourager les acteurs politiques. D'accord. Je veux dire, moi, je voudrais revenir sur quelques cas précis, notamment celui de Célestin Djamène, en politique des années, que je félicite en passant, comme tous les autres lauréats, évidemment. Certains se sont dit, Célestin Djamène, il s'est certainement distingué aux côtés d'une ou d'autres personnes en prenant une balle en 2019, je pense bien, à l'issue des marches, ou du côté de Douala ici, des marches qui avaient été prévues par le MRC, son parti a eu une interdiction et puis les forces de l'ordre se sont déployées. Donc certains se sont dit, mais Djamène qui lui a eu, je veux dire, ses états de service en 2019 et au regard de l'année 2020 où il a peut-être été moins présent que l'année précédente et certainement moins présent que d'autres acteurs, qu'est-ce qui peut justifier qu'en 2020 il reçoive un prix alors qu'en 2019 on le pensait un peu plus présent, il n'en a pas reçu? Je pense que le problème de Célestin Djamène, c'est parce qu'il a démissionné de son parti. Sinon, en 2019, il aurait pu avoir un prix, les gens n'auraient pas parlé. Mais aujourd'hui, il a reçu son prix parce qu'il mérite pour l'ensemble de ce qu'il a fait déjà au niveau de la diaspora et au niveau du Cameroun. Monsieur Djamène est parti de l'Europe en 2011. Il a décidé comme ça un beau matin qu'il abandonnait tout, et son boulot, et sa maison, pour venir sur le territoire, lutter. Il a dit au revoir à ses amis, il a dit, bon, moi, j'en ai marre de lutter de loin, je rentre sur place au Cameroun, faire le combat. Et quand il arrive au niveau du SDF, il poursuit le combat. Ça ne va pas avec le chairman et les autres cadres du parti. Il démissionne,
il pense qu'au MRC, ça va aller mieux. Ça ne va toujours pas, selon la façon dont M. N'Djamène voit la politique. Il se décide encore de partir. Donc, pour tout cela, moi, je pense que, voilà, je ne fais pas l'apologie de M. N'Djamène, mais je pense que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il préfère divorcer que d'être dans un mariage qui ne tient pas. Donc, il est parti. Respectons ça. Il a d'autres ambitions. Attendons de voir. Donc, moi, c'est pas moi, personnellement, qui ai décidé que N'Djamène était l'homme politique camerounais de l'année. C'est un comité. Et rentrer dans le débat avec les autres panélistes. Comment financez-vous tout cela? Je veux dire qu'évidemment, au détour du prix de Célestin N'Djamène, donc on pensait que pour cette édition, le gouvernement vous a donné des moyens pour davantage contrarier un certain nombre de partis d'opposition, dont l'ancien parti de Célestin N'Djamène. Je dis les choses comme elles se sont posées. Je mets les questions comme elles sont posées. Avez-vous reçu des soutiens des pouvoirs publics, du gouvernement, d'une façon ou d'une autre, de façon directe ou indirecte? Comment financez-vous tout cela? Mais nous sommes une association bien organisée, bien structurée, comme je vous l'ai dit, qui existe depuis 2 décennies. Et je crois que vous avez pu parcourir les réseaux sociaux pour voir ce que l'association fait déjà en Belgique. Et voilà, c'est les fonds de l'association et rien que les fonds de l'association. Je ne connais personne dans le gouvernement, voilà, je ne connais personne dans le gouvernement qui soit du RDPC, qui est financé, quoi que ce soit. Non, c'est des histoires. Merci infiniment. Hein. On avait choisi de s'arrêter 1 minute ce soir, d'abord pour remercier ceux qui ont distingué cette émission, pour remercier également les téléspectateurs qui sont fidèles également à ce programme et davantage féliciter les autres panélistes, remercier ceux qui contribuent tous les jours parce qu'il n'y a pas d'émission de qualité sans panélistes de qualité. C'est vraiment l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à tous ces messieurs et dames qui circulent ou alors qui sont toujours disponibles pour le plaisir de vous autres, nos téléspectateurs. On espère qu'on fera davantage, limiter au maximum ce qui n'a pas marché et améliorer ce qu'il est déjà. Transition et on rentre dans le débat de ce soir. Je commence peut-être par vous, Maître Tegem. Que vous inspire la visite de l'envoyé spécial du pape au Cameroun? Pardon. Écoutez, pour notre part, c'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir sur notre territoire des personnes qui viennent pour servir notre pays, pour nous accompagner. Qu'ils soient venus, que ce soit sous le prétexte de la crise anglophone, que ce soit parce qu'ils viennent visiter le Cameroun, pour nous, c'est toujours bien de recevoir un invité de choix, un invité de qualité. Et il vous souvient que déjà la relation entre le Cameroun et le Vatican se porte plutôt bien. On a reçu ici, je crois, 3 fois le pape. Et comme toujours, ça s'est très bien passé. Le président de la République s'y est rendu, je pense, aussi 3 fois, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 1982 au Vatican, pour des visites officielles. Il y a quelques années, je pense qu'on a signé un contrat cadre, une convention cadre avec le Vatican. Donc, s'il est venu et qu'il se soit rendu en zone anglophone, étant donné que pour nous, le conflit anglophone demeure une priorité, il faut le régler, il faut que les âmes cessent de crépiter, nous continuons à travailler. Si le Vatican est venu nous accompagner, pour nous, c'est une bonne chose. Enfin, si le consul est venu nous accompagner, pour nous, c'est une bonne chose. Et nous souhaitons que le Cameroun pluriel continue à exister. Nous souhaitons que le Cameroun, qui est un État laïque, que la laïcité continue, que l'Église catholique qui est au Cameroun continue à distiller le discours ou alors un discours moral pour amener les gens à ne plus être déshumanisés, comme ça s'est vu la dernière fois à Kumba. Donc s'il est là, nous sommes heureux de l'accueillir. Le Cameroun est un pays ouvert, nous n'avons de problème avec personne. Toutes les personnes qui veulent nous accompagner, notamment les hommes de la diaspora, comme celui qui s'exprimait tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y a une diaspora utile. Nous aimons bien les gens comme ça, qui veulent servir ce pays. Toutes les personnes qui veulent nous accompagner, qui veulent accompagner l'ensemble des Camerounais dans l'effort de construction nationale. Pour nous, c'est une bonne chose. Et nous pensons que sa venue va contribuer d'une manière ou d'une autre, notamment après l'installation de l'évêque de Bamenda, à amener les sécessionnistes à comprendre que c'est notre pays, nous devons le construire. Ils doivent déposer les armes pour qu'on construise ce pays. D'accord. Eric, que vous inspire cette visite? Tout ce que j'ai pu dire, c'est que actuellement, avec la crise au Nozo,
toutes les personnes ou toutes les institutions pouvant faciliter le conflit ne peut qu'apporter un bien à nos populations du Nozo. Cela étant, l'Église seule ne peut pas aider à la facilitation de ce conflit. Nous devons passer au dialogue. L'État et les sécessionnistes doivent trouver des compromis pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Franck Essi, que vous inspire cette visite avant qu'on entre dans les détails des contours? En tout cas, rien de spécial, parce que quand il y a une situation comme la situation de crise que nous connaissons, c'est tout à fait normal que des organisations internationales, des pays avec qui nous sommes en relation, un État en particulier comme le Vatican qui est très implanté au Cameroun, qui a une très forte présence dans les régions justement en crise, puisse s'intéresser. Et il faut dire que cette visite fait suite justement à plusieurs prises de parole de membres de l'Église en elle-même, à travers ces différentes institutions telles que la conférence épiscopale. Et on sait qu'à plusieurs reprises, aussi bien des membres de l'Église tels que le cardinal que des institutions telles que la conférence épiscopale s'étaient proposées pour participer à des efforts de médiation, à des efforts de recherche et de solutions. Donc quand je dis rien de spécial, c'est parce que à tout où il y a le feu, c'est normal de voir des gens arriver avec des seaux d'eau. Donc maintenant, est-ce que la taille du seau d'eau est à la hauteur de l'incendie qui brûle? C'est ça qu'il nous faut analyser. Mr. Delan, votre entrée sur la question, que vous inspire cette sortie de l'Église catholique au Cameroun, l'envoyé spécial du pape? Le président Maurice Kamto avait dit dans un temps que nous sommes ouverts à toutes les ressources si ça milite dans le sens d'apporter la paix. Donc je crois que l'Église catholique aujourd'hui se réveille parce que nous avons vu nos prélats locaux se démerder, c'est-à-dire que s'investir. On a vu le cardinal Christian Toumi qui a pris plusieurs initiatives, dont la plus célèbre est l'organisation de la All Anglophone Conference qui jusqu'aujourd'hui n'a pas eu lieu. Pour nous, l'arrivée du prélat, du représentant du pape, n'est pas aussi, comment je vais dire ça, un effet aussi majeur, parce qu'on aurait attendu cela depuis. Vous savez que l'Église catholique qui prêche l'évangile de la tolérance et qui enseigne les 10 commandements, parmi lesquels tu ne tueras point, devrait, à mon sens, se sentir immédiatement concerné dès lors que nous avons, au lendemain du moins, des crises que nous avons, de la crise anglophone. Donc aujourd'hui, après pratiquement 4 ans, que le pape enfin se réveille, peut-être de son observation qui a quand même mis du temps. Espérons simplement que le Vatican va davantage multiplier des actions qui vont aller en droite ligne, des solutions assez palpables pour résoudre la crise. Parce que voyez-vous, le Vatican aujourd'hui compte dans son sein la plus grande communauté mondiale. C'est-à-dire que quand vous faites le décompte des fidèles, vous vous rendez compte que le pays le plus peuplé, on dirait, c'est le Vatican. Et chaque fois qu'il doit y avoir conflit dans un coin du monde, il est de bon sens de voir le Vatican s'exercer, s'activer pour sauter très vite au secours, ou du moins pour militer dans la logique de la recherche des solutions. C'est pour ça que je dis, nous observons, c'est une visite, nous attendons la suite et nous sommes plutôt regardants à ce qui va se passer. Alors Franck, si je reviens à vous, on a pu, et vous l'avez peut-être noté tout à l'heure, observer depuis le début de cette crise que l'Église catholique, d'une façon ou d'une autre, s'est souvent impliquée à essayer de faire des rapprochements entre les différentes parties. D'ailleurs, l'Église catholique, si on peut le dire comme ça, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, a souvent d'ailleurs été accusée d'être aux côtés des séparatistes
même quand celle-ci s'en défendait, disant que elle a son volet humaniste et que même en situation de guerre, elle n'a pas à prendre parti. Cette église, je disais, a donc tenté des médiations qui, comme le disait le président de la conférence épiscopale, n'ont pas eu une oreille attentive, reçu l'oreille attentive des pouvoirs publics. Est-ce que le représentant du pape aujourd'hui peut contribuer à décanter cette situation, l'impliquer davantage? Dans ce conflit, on parlait de médiateurs. Est-ce que l'Église peut être médiatrice aujourd'hui dans ce conflit-là? L'Église catholique peut être médiatrice si les parties prenantes au conflit l'acceptent. Et quand on parle de parties prenantes, dans le cas qui nous concerne, c'est d'un côté la galaxie des leaders sécessionnistes qui contrôlent plus ou moins une partie de ceux qui sont sur le terrain avec des armes. Et de l'autre côté, le gouvernement du Cameroun à sa tête, M. Biya. Si les deux parties ne veulent pas, l'Église catholique, malgré ses appels, malgré sa volonté, ne pourra pas y faire grand-chose. Parce que pour qu'un processus de médiation se mette en place, il faut donc qu'il y ait ces trois acteurs-là qui soient réunis. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a une expérience. On sait dans le monde entier en termes de médiation dans les conflits, en Afrique comme sur tout le reste des continents, avec des résultats parfois bons, parfois des résultats mitigés. Et ce qui est certain, c'est qu'en son sein, à travers son vaste réseau, elle a une expertise qui lui permet justement de pouvoir être un acteur clé. Et dans le cas du Cameroun, par exemple, avec son vaste réseau de diocèses, sa ressource humaine, je pense qu'elle est, à côté de l'État, une des institutions qui connaît le mieux les populations, qui est le mieux implantée, qui est capable justement d'accueillir aussi, pas seulement un dialogue au sommet entre les leaders séparatistes et le gouvernement, les leaders politiques en général, mais comme nous on le pense à Stand Up for Cameroun, la situation a atteint tel niveau de pourrissement que même au sein des communautés, il y a des mécanismes de médiation qu'il faut mettre en place parce qu'il y a une haine, il y a une suspicion, il y a un ensemble d'actes asociaux qui ont été posés qui font en sorte que même en s'appuyant sur le patrimoine culturel africain en termes de palabres, de gestion de conflits, il y a urgence à recoller les morceaux entre les communautés qui composent la mosaïque camerounaise. Donc moi je pense que elle peut jouer un rôle, mais ça dépend d'abord et surtout des Camerounais ou des belligérants. Oui, j'ai toujours pensé que la solution à un conflit camerounais concerne d'abord les Camerounais. Vous savez, dans les discours politiques ou le mouvement associatif, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais je suis pour une approche participative, pour une approche contributive, que chacun d'entre nous ait un comportement républicain, que chacun d'entre nous soit un acteur de développement. Si on fait des discours, si l'Église catholique veut s'impliquer, si le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, si le secrétaire général de l'ONU, si le président de la République, si chaque Camerounais, si la secrétaire générale de la francophonie, Madame du Commonwealth, tout ça arrive au Cameroun, les âmes continuent de crépiter, c'est qu'en réalité, ceux qui font crépiter les âmes ne veulent pas que les âmes arrêtent de crépiter. Et pour nous, ceux qui doivent d'abord déposer les armes, c'est ceux qui ont pris les armes contre leur propre pays. Il est normal que dans un pays, dans une famille, dans une société, il y ait des problèmes. Mais les problèmes se règlent de manière, si vous voulez, il y a des institutions qui existent et qui fonctionnent, qui permettent de régler des problèmes. Mais si l'Église catholique veut s'impliquer à l'aide de ses paroisses, qui sont effectivement sur le terrain, parce que les évêchés encore sont à un niveau élevé, mais les paroisses sont jusque dans les quartiers. Ça veut dire que facilement, les curés des paroisses peuvent rencontrer des personnes qui peuvent être impliquées dans ce litige ou dans ce conflit malheureux qui endeuille notre pays, qui affaiblit notre économie, qui nous met dans des situations, dans un inconfort qu'il faut déplorer et qui donne une image hideuse de notre pays, que ceux qui sont les protagonistes de cette affaire, notamment ceux qui ont pris les armes contre la République, que cela les dépose, qu'ils viennent autour et posent leurs problèmes. En tout cas, au niveau du gouvernement de la République, il y a des mesures qui ont été prises de manière récente, notamment la décentralisation. Nous espérons que les lois de 2019, ou alors son implémentation à travers les élections qui ont eu lieu le 6 décembre dernier, et il y a quelques jours les installations des présidents du conseil régionaux, notamment dans cette zone avec la House of Chiefs qui a un rôle à jouer, le conciliateur
qui est sur place, le CNDD a un ensemble de mesures. Si ces mesures sont prises et que les personnes ne veulent pas les accompagner, nous ne pouvons pas simplement compter sur l'Église. L'Église vient, mais c'est d'abord une volonté camerounaise, c'est d'abord une approche contributive, une approche participative, que chacun d'entre nous ait envie que la crise s'arrête, que ceux qui sont à la diaspora avec vous, et qui malheureusement donnent aussi une image regrettable de la diaspora, parce que quand on dit diaspora, il y a une diaspora aussi qui construit, il y a une autre diaspora qui apparemment participe à détruire, notamment celle dont le président de la République a évoqué à l'occasion de son discours 31 décembre en demandant au pays qui héberge, eh bien, vouloir les mettre à la disposition de ce pays. Si ces personnes arrêtent de financer, moi je pense qu'ensemble, on peut trouver une solution. Je ne crois pas, député, que c'est dans des discours. Je ne crois pas que c'est à la télévision. Je ne crois pas que c'est à l'aide d'un grand dialogue qui sera à nouveau convoqué à Yaoundé qu'on peut régler ces crises. Je pense que si chacun est acteur de développement, je pense que les socialistes doivent prendre conscience de ce que c'est leur pays et venir ensemble qu'on le construise. Apparemment. L'autre question que je voudrais poser, on a pu observer qu'au sein de l'Église en elle-même, il y a eu comme des tendances, sans que ça ne se dise officiellement. Mais on a pu voir que certains évêques ont souvent eu des positions antagonistes sur ces questions sociopolitiques. Notamment, je l'ai relevé tout à l'heure, on a souvent eu le sentiment que l'Église catholique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont plus favorables ou sensibles aux séparatistes, pendant que par exemple à Yaoundé, Monseigneur Jean Barga a souvent été, lui, je veux dire pas soupçonné, mais vu comme celui qui défend les positions du gouvernement. Alors face à ce qui semble ou qui paraît comme une dissonance de position au sein de l'Église catholique, est-ce qu'elle peut véritablement jouer ce rôle, d'abord assurer les protagonistes, mais aussi elle-même faire une introspection qui lui permettrait d'être vraiment l'Église, c'est-à-dire que la justice, l'égalité, dans un conflit comme celui-là, dans une position d'intermédiaire? Oui, député, il faut tout d'abord commencer par le relever. Nous avons le premier prélat, le cardinal Christian Toumi, qui a longuement œuvré pour davantage proposer les pistes de sortie. Et nous avons vu la réplique avec laquelle l'ordre gouvernemental a pu, du moins, influencer négativement sur le vaste projet que le cardinal Christian Toumi. Maintenant, vous revenez à soulever la problématique de la division de l'Église catholique en elle-même, celle du moins qui est au Cameroun. Oui, effectivement, c'est perceptible. Voyez-vous, les évêques qui se sont retrouvés dans les zones anglophones ont touché du doigt, du moins vivent la crise au quotidien, et ils, de temps en temps, ne s'empêchent de faire des sorties pour donner l'état des lieux exact de la situation. Mais Monseigneur Bagakou, vous avez... c'est un exemple. Hein? Oui, justement, cela fait la une. Nous avons vu l'évêque de Yaoundé qui a eu des positions parfois abracadabresques, c'est-à-dire qui épousait la logique selon laquelle peut-être il faudrait aller avec des armes pour... Non, je crois que l'Église catholique a une mission auquel elle ne doit pas faillir. Au même titre qu'elle s'est donné le luxe de prêcher la bonne évangile, au même titre qu'elle s'est payé le luxe d'avoir une vaste communauté des fidèles qui sont actifs, qui font vivre l'Église, alors elle a l'obligation de se sentir responsable chaque fois qu'il y a un conflit de cette nature. Aujourd'hui, nous avons un envoyé du Vatican, après 4 ans. Pendant ces 4 ans, qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Nous avons constaté que les prélats locaux se sont démerdés comme il fallait. Mais qu'en réalité, ils n'ont pas souvent été écoutés. Parce que la polémique qui voudrait que... Pourquoi est-ce qu'on va recevoir un étranger au nom de prélats et carrément ignorer ceux qui sont au four et au moulin, qui risquent même leur vie? Au demeurant, nous avons vu l'Église catholique sortir dans la ville de Kumbo, faire une marche pour la paix. Mais je vous assure, ça n'a pas été autant relayé. C'est-à-dire que cet événement n'a pas été autant porté par le gouvernement pour dire nous vous encourageons, et je crois que des actions de cette nature
peuvent être multipliés. Il y a une sorte de mépris. Il y a une sorte de mépris du côté du gouvernement qui, du moins, traduit une volonté de fragiliser, une volonté de ne pas laisser l'Église catholique prospérer. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des positions critiques à l'endroit de ce gouvernement. Parce que, rassurons-nous que ce conflit héberge des vérités historiques. Et ces vérités sont de telle sorte que il y a cette difficulté d'aller vers des solutions réelles. Parce que je veux un peu aller à l'encontre de Maître Teghem pour dire que le gouvernement connaît quelle est la solution, quelle est la bonne méthode à appliquer. Si on vient aujourd'hui à dire que le gouvernement, la solution nous accueillons tous ceux qui viendront de bon et que nous continuons à alimenter, à laisser perdurer la crise, j'ai l'impression qu'il y a une intention justement satanique derrière ce projet. Est-ce qu'il faut davantage laisser que la crise perdure pour féliciter ceux qui viendront apporter leur soutien? Non. Nous demandons au gouvernement, une fois de plus, si je suis d'accord avec lui, que la solution est d'abord camerounaise, d'écouter les Camerounais qui parlent, d'écouter l'Église catholique. L'Église catholique a multiplié multiples actions. Les prélats du nord-ouest et du sud-ouest ont fait des sorties. Ils ont interpellé le gouvernement, mais jamais ils n'ont été reçus à Yaoundé, en conclave. On se pose la question, quelle sera donc la différence avec l'envoyé du pape? Est-ce que pour autant, le fait qu'il soit allé rencontrer M. Biya va influencer la logique que M. Biya si le gouvernement avait tant de mépris pour l'Église catholique, est-ce que le gouvernement accepterait tout au moins d'entrevoir un moyen de médiation, d'écouter la position de l'Église? Vous savez, le cardinal Christian Toumi a bien fait dans son projet de All Anglophone Conference d'aller justement vers une logique de médiation. Mais il n'a pas été écouté. Donc, il n'a pas été écouté. On a tous vu comment est-ce que l'initiative All Anglophone Conference a été sabotée par le gouvernement. Après, quand, je veux dire, il y a eu une persistance, les Amba Boys ont vu en ça une sorte de traîtrise, et puis, on n'en parle plus. D'accord. Maintenant, est-ce que, avec l'arrivée du représentant du pape, le régime en place, le président Paul Biya, prendra conscience que si l'Église est autant impliquée au haut niveau, est-ce qu'il n'y a pas urgence de comprendre la situation et d'aller vers le sens de ce que nous attendons tous, donc la médiation? Eric? Oui, moi je pense que il faut déjà rappeler que le tiers de la population camerounaise est catholique, et par rapport à cela, le clergé a un rôle très important à jouer en faveur du dénouement de la crise. Mais le bémol, en fait, c'est que en son sein, il y a trop de divergences. L'Église camerounaise a toujours été un peu divisée. Et pour rappel, il faut remonter aux années 1975, lorsque le président Ahidjo avait décidé de gracier Monseigneur Dormont. Monseigneur Jean Zoa était contre cela. Et d'ailleurs, la pétition avant des autres prêtres qui demandait à ce que le Monseigneur Dormont ne soit pas arrêté. Lui, Monseigneur Jean Zouana avait refusé de le signer. Je vous dis tout ça pour vous dire que depuis des années, du cardinal, depuis des années au sein du clergé camerounais, il y a trop de divisions. Et tant qu'il y a ces divisions, ils ne peuvent pas faciliter, ils ne peuvent pas être de bons médiateurs par rapport à ce conflit. Donc, et même déjà la forme de l'État. Le clergé, tous ne voient pas la forme de l'État de la même façon. Tandis que Monseigneur Cléda, lui, il voit le Cameroun sur la voie d'une décentralisation. Il y a le père Wilfred, lui, qui pense que, voilà, lui, il est pour la sécession et il ne le cache pas. Bon, je veux dire, il dénonce... Non, je crois qu'il l'a dénoncé. Il a dénoncé l'attaque de la République sur le Southern Cameroun. Oui, mais il n'est pas pour autant pour la sécession. Pas pour autant déclaré pour la sécession. Oui, disons qu'il n'est pas pour autant pour la sécession, mais c'est comme si. Mais de toutes les façons, ce que je voulais dire en fait, c'est que tant que l'Église n'est pas unanime
ce sera très difficile pour lui donner ce rôle-là de facilitateur et d'arriver à dénouer la crise. Nous avons vu quand même l'initiative du cardinal Christian Toumi qui prenait la Hollande. Et à côté de cela, je pense qu'on ne doit pas laisser l'Église seule être médiateur et tout. Non, il faut associer et les chefs traditionnels, il faut associer d'autres confréries religieuses et il faut associer tous les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur pour qu'ensemble nous puissions sortir de cette crise. Au-delà de l'Église, c'est peut-être l'occasion également d'interroger les différentes médiations, même si on n'a pas été cité officiellement, mais on en a entendu parler. Il y a eu une approche suisse, il y a eu une approche Union européenne, il y a eu une approche américaine. Mais jusqu'ici, je veux dire, est-ce que les protagonistes font de la sourde oreille naïve ou alors le niveau de la problématique est tel que trouver un médiateur serein, je veux dire, qui n'est pas forcément partie prenante ou alors un soutien d'une partie est plus compliqué que cela. Est-ce que c'est davantage la complexité de la crise qui fait que trouver des personnes, je ne veux pas dire neutres, mais c'est tout comme, est devenu compliqué, Franck? Moi, quand je regarde les différents acteurs, si on prend le gouvernement n'est pas composé de personnalités politiques qui, sur la crise anglophone, ont la même approche. On se souvient tous du spectacle désolant, inacceptable dans un vrai gouvernement, d'un Premier ministre qui dit une chose, promettant un dialogue sur tous les sujets, y compris la forme de l'État, et son ministre de l'administration territoriale qui le contredit la même semaine sans qu'il y ait des sanctions, sans qu'il y ait un changement. Et à la fin, on voit que apparemment le Premier ministre n'est ministre de rien, puisque c'est l'option de son UNAT qui a été appliquée. Je pense que sur ce côté-là, c'est une des raisons qui fait que même ces initiatives que vous citez, elles n'ont pas abouti. Parce que vous avez bien vu qu'on nous a dit en juin 2020, il y a M. Ayok Tabé, Manchobi Bixi qui ont été sortis de cellules, qui ont commencé des discussions avec des officiers de renseignement du Cameroun. Et après, on a vu un communiqué du ministre de la Communication disant qu'en fait, tout ce qui se raconte dans la presse, là, ce n'est pas ça. Ça nous dit ce qu'il en était. Quand vous regardez maintenant du côté, entre guillemets, j'appelle ça toujours galaxie sécessionniste, parce que ce serait très réducteur de dire qu'il y a de façon homogène des sécessionnistes et de l'autre côté des républicains. Chez les sécessionnistes encore, vous avez toute une galaxie qui se divise en fonction des guerres de leadership, en fonction des approches stratégiques, en fonction même parfois des sensibilités tribales. Et d'autres se divisent même simplement parce qu'ils ont mal géré un certain nombre de dossiers communs ensemble, dans une autre camerounaiserie, entre autres. Donc vous voyez que parfois quand un groupe est contacté, l'autre le combat, quand ils vont ensemble, ils ne s'accordent pas. Donc ça aussi, ça fait en sorte que objectivement, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui serait un médiateur, ce n'est pas en soi évident de commencer avec tous les acteurs clés au même moment. Et maintenant, quand vous regardez maintenant ceux qui se sont posés en médiateurs, est-ce que vraiment il y a suffisamment d'impulsion, de force qui a été donnée à ces groupes-là pour qu'ils puissent persévérer dans la durée? Tout ce que vous avez cité, que ce soit les Suisses, que ce soit aujourd'hui l'Église catholique, je dis bien que l'offre de médiation catholique ne date pas de la visite de... Absolument. Voilà, il y a les évêques ici, et vous venez de rappeler qu'au sein de la conférence épiscopale, il y a plusieurs sensibilités. Il y a plusieurs visions. Et pendant un bon moment, ceux qui sont dans les régions du nord-ouest et sud-ouest étaient un peu considérés comme les plus radicaux, très proches des sécessionnistes. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, puisqu'on a bien vu que il ne faut pas aller au-delà du mémorandum qu'ils ont écrit, qui était clair, qui disait qu'en fait, il y a un contentieux historique et la question fédérale est une question qui se pose et qui est peut-être envisagée pour la sortie des crises. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sécessionnistes. Donc, je vais dire que tout ça montre donc que les médiateurs n'ont jamais été plus... Il n'y a jamais eu un pôle de médiation fort. Il n'y a jamais eu du côté du gouvernement des gens résolument qui voulaient une solution politique négociée. Et du côté des sécessionnistes, c'est une galaxie qui devient de plus en plus difficile à manœuvrer. Donc c'est ça qui peut expliquer d'un point de vue froid et technique où nous en sommes. Et je veux aussi indiquer simplement en disant qu'on parle souvent de dialogue. Bon, Maître Tegem a dit qu'il ne pense pas qu'un autre dialogue est nécessaire.
Ils pensent que si les Camerounais se comportaient en républicains, mettaient la main sur la poitrine et se disaient quoi est-ce que je peux faire pour mon pays et non ce que ce pays peut faire pour moi, tout s'arrêterait. Voilà. Et je dirais que, oui, avec ces genres de si là, franchement, si les ministres de Paul Biya ne volaient pas, on n'aurait pas... si M. Atangandji pouvait se comporter comme Jésus-Christ, peut-être l'administration territoriale serait un peu plus apaisée. Avec les Blancs n'étaient pas venus nous conquérir, s'il a fait la colonisation, non. Prenons la réalité telle qu'elle est. Ne regardons pas la réalité, on refuse de la voir, on se met à imaginer si. Est-ce qu'on décrète le si là comme ça? On ne décrète pas ceci comme ça. On est obligé aujourd'hui de construire difficilement un chemin vers la paix par un engagement, j'ai envie de dire, de tous les instants résolu pour essayer de trouver des petits voies de consensus et procéder bout par bout. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de proclamer si les sécessionnistes déposaient les armes, alors le conflit s'arrêterait, on dit mais comment on arrive à un cessez-le-feu comme première étape en vue d'un dépôt des armes? Qu'est-ce qui est plus réaliste? Donc moi je pense que une des choses aussi qui se passe, c'est que parmi ceux qui commentent dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, très peu sont allés sur le terrain, très peu sont en contact avec les acteurs clés et très peu parlent de choses qui correspondent à la réalité de la situation sur le terrain. Sur les initiatives de médiation dans l'ensemble? Écoutez, moi je crois que là-dessus, mon sentiment est clair. Je vais quand même faire quelques observations, parce que monsieur ici a quand même... Voyez-vous, monsieur Franck ici, moi j'ai toujours en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez Marcoussi. Il y a eu Marcoussi 1, 2, Accra. Parlant du conflit en Côte d'Ivoire. Il y a eu Ouagadougou 1. Monsieur ici, je vais vous dire... Et où ça a marché? Excusez-moi. Ça on ne sait pas. Monsieur ici, lorsqu'il y a un conflit, c'est les partis au conflit qui doivent s'asseoir et arrêter le conflit. C'est pas... Monsieur, le contraire. Monsieur ici, si le gouvernement manifeste tous les actes de bonne volonté, notamment en mettant en place le CNDDR, en mettant en place la décentralisation, en envoyant là-bas les représentants de l'État, notamment le Premier ministre, chef du gouvernement, en convoquant le grand dialogue, en implémentant l'ensemble des mesures arrêtées à l'occasion de ce grand dialogue. Si aujourd'hui le gouvernement a fait venir le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le gouvernement a fait venir la secrétaire générale francophonie. Vous réécrivez l'histoire. Vous avez une capacité. Non, laissez-le parler. Vous avez une capacité à interrompre les gens. Vous avez une capacité à interrompre. Vous avez pas été là, vous m'avez si nous dialoguons. Ce que je dis, c'est vous dire qu'il y a un ensemble de mesures qui ont été prises pour régler la crise. La crise persiste. Il faut bien évidemment continuer à envisager la résolution de la crise. En ce moment, on reçoit un représentant de l'Église catholique chez nous. L'Église catholique, on ne peut pas le nier. L'Église catholique au Cameroun a participé de manière décisive à la formation des Camerounais, notamment avec les écoles, à la formation aujourd'hui avec des universités ou alors les IPES. Aujourd'hui, l'Église catholique, et même depuis toujours, il y a des gens qui ont été soignés pendant longtemps à l'hôpital des Sœurs. Donc l'Église catholique, on ne peut pas nier qu'elle a joué un rôle. Mais l'État camerounais est laïque. L'État n'a pas le droit de s'immiscer dans ce que vous étiez en train de décrire tout à l'heure entre les prélats qui font des échanges ou alors des prélats qui décident d'organiser une all-anglophone conférence. L'État camerounais est laïque. Nous observons un comportement de stricte neutralité parce que nous voulons un Cameroun pluriel, nous voulons un Cameroun de diversité, nous voulons un Cameroun dans lequel chacun est libre de choisir sa religion. Et l'État ne prend pas parti dans les postures qu'une religion ou alors une église au Cameroun peut adopter dans un conflit. La All Anglophone Conférence dont vous parlez tantôt, mais ce n'est pas l'État qui a empêché que la conférence se tienne. Il fallait en discuter avec Lee Smith. J'avais eu un débat avec lui sur ce plateau, Lee Smith, avant la démission même de Monzo. Pourquoi les Smith ont arrêté? Parce que le simple fait d'avoir convoqué un moment a eu un retentissement chez les gars qui étaient planqués en brousse et ils ont pris peur. Donc, ce n'est pas un problème du gouvernement. Le gouvernement ne se mêle pas du fonctionnement de l'Église. Au contraire, le gouvernement a signé un contrat cadre avec l'Église catholique pour dire, bon voilà, nous allons chacun observer. Vous observez la neutralité. Nous, on vous laisse agir conformément à vos règles. Maintenant, s'agissant du conflit anglophone, monsieur ici, moi j'ai une position. Et il y a quelques jours, j'ai entendu le cardinal Toumi, il a été très clair. Il a dit que les dernières nouvelles qu'il a sont plutôt positives. Moi, je veux penser positif et croire que lui,
qui dit en disant qu'il cause avec l'évêque de Bamenda. Lui, il le dit, et à l'occasion de l'entretien, il dit, je m'entretiens tout le temps avec l'évêque de Bamenda. Il m'a dit, par rapport à 2016, les choses avancent positivement. Il faut donc penser que d'ici quelques années, cette crise sera derrière nous. Pensez que peut-être avec la décentralisation, la crise sera derrière nous. Pensez qu'avec le conciliateur, c'est-à-dire le médiateur qu'on va nommer là-bas, toutes les personnes qui sont dans la bourse s'adresseront à ce médiateur. C'est-à-dire qu'ils auront un interlocuteur qui sera peut-être un des leurs, d'autant que sa nomination est de M. le Président de la République, mais après concertation avec les autorités du Conseil régional. Donc, ce n'est pas une décision. Moi, je pense, pour ma part, que nous devons croire en notre pays. Je pense que les sécessionnistes aussi doivent croire à ce pays. Les sécessionnistes doivent avoir une volonté de venir construire ce pays, croire que c'est leur pays, être des acteurs de développement de leur pays. Et il y a des gens comme Franck ici, qui dit que beaucoup en parlent sans connaître le terrain. Mais monsieur ici, peut-être faudrait-il que je vous rappelle ici, peut-être l'ouvrage du ministre Tangana Mbebara. Dans son ouvrage, il dit que lorsqu'il a été nommé au secrétaire général de la présidence de la République, il s'ennuyait dans son bureau pendant une semaine. Lorsque le vendredi, il a été interpellé pour lui dire qu'il devait être à l'aéroport le lendemain, parce que le président de la République se rendrait en Europe. Et à l'occasion, le président de la République lui a demandé comment s'est passée la cérémonie de passation de service. Il a répondu à un moment, il a dit ok, il a dit non, ce n'est pas un discours administratif. On dit oui, monsieur le président de la République. C'est la formation. Ensuite, ils ont pris rendez-vous à Genève. À l'occasion, il lui a dit, est-ce que vous avez un carnet de notes où vous prenez les noms des personnes qui, par la qualité de service qu'ils ont accompli dans l'intérêt du Cameroun, au moment où je peux solliciter quelqu'un pour un poste, on peut le nommer. Mais monsieur ici, c'est l'occasion pour vous démontrer que vous connaissez le problème anglophone. En étant un acteur de règlement du conflit. Vous dites tous les jours que vous y étiez. Vous dites tous les jours que vous... Quand je vous entends même parler, j'ai l'impression que si on vous confie le règlement de cette crise, mais ça va s'arrêter tout de suite. Mais monsieur ici, continuez, allez dans la bonne direction, demandez aux gens là de revenir à la République pour qu'on construise ce pays. Ainsi, vous serez récompensé comme étant quelqu'un qui a travaillé, qui aura servi son pays. C'est une bonne chose, c'est ce que nous voulons. Nous voulons, et l'Église, et les Camerounais, et les journalistes, que tout le monde s'associe au règlement de cette crise. À côté ou alors après le grand dialogue national, quelle peut être la place, quelle peut être, je ne vais pas dire le rang, je vais garder la place, qu'une telle médiation envisagée par l'Église peut, je demandais quelle peut être la place que cette médiation-là pourrait prendre, occuper dans l'espace politique aujourd'hui. Je veux dire que pour le gouvernement, évidemment, le grand dialogue a priori évacué toutes les questions, il y a eu des propositions, il y a une mise en œuvre, notamment à travers la décentralisation. Dès lors, l'Église, elle propose une autre médiation. Quelle valeur ajoutée? C'est une interrogation quand même complexe. Parce que, comme disait Farapi, tout dépend des protagonistes. Parce que l'Église catholique ou quel que soit le médiateur qui va pouvoir s'engager n'aura pas de solution miracle. C'est-à-dire que les solutions qui seront adoptées viendront nécessairement de la bonne volonté des différents protagonistes. Maintenant, si jamais les partis revenaient au bon sentiment et adoptaient l'Église catholique comme leur modèle de médiation, je crois que dans l'optique de la culture du pardon, ça sera, je veux dire quoi, ça prendra tout son sens. Parce que, disons-nous les vérités, au-delà des solutions que le RDPC dit avoir proposées, et donc nous vivons le contraire. Il n'y a que les Camerounais, du moins. Le RDPC a proposé des solutions. Quand il a cité un ensemble de solutions, le DDR, le grand dialogue, toutes ces choses. En fait, c'est la démonstration, c'est la démonstration par 1000 moyens que le RDPC n'a pas de solution. Le régime du RDPC n'a pas de solution. Ils ont voilé leur tête et ils avancent dans un obscur. Et chaque fois qu'ils ont la prétention d'avoir quelqu'un qui viendra dire un mot, ils s'en contentent pour donner du sens à leur discours. Donc ce que je veux dire ici, c'est que si l'Église catholique réussit ce pari de gagner la confiance des différents protagonistes, on peut espérer que dans leur culte du pardon, dans leur culte de l'acceptation de l'autre,
les Camerounais pourront se réconcilier. Du moins ceux qui sont dans cette partie. Parce qu'il faut d'abord commencer par cette réconciliation-là. C'est très important. Si on prêche justement le discours du pardon et que le gouvernement, de l'autre côté, consent qu'effectivement, il faut laisser l'Église catholique. Je suis très heureux d'entendre que le gouvernement ne veut pas s'émixer. Si c'est un discours qui peut se pratiquer, je crois que l'Église catholique gagnerait largement sur le terrain de cette médiation. Et je suis sûr que dans les prochains mois, les missionnaires vont se rendre dans les différentes forêts où les gens vivent en retranchement pour prêcher, pour apporter, pour recueillir des âmes et leur amener au bon sentiment, pour qu'enfin on ait au moins un climat où on peut se parler. Parce que tout passe par là. On aura beau eu des médiations, mais si justement les protagonistes ne se parlent pas, ne s'entendent pas sur un certain nombre de questions, ce sont ces questions-là qui divisent. Maître Tekem, vous êtes juriste. L'article 47 de la Constitution fédérale, si vous pouvez vous rappeler, qui disait en fait que la forme de l'État, toute tentative de modification de la forme de l'État était irrecevable. Vous savez que c'est une question primordiale qui anime davantage les foyers de tension de cette crise, où les gens sont stagnés dans leur position et se disent non, au moins sur le plan juridique, il y a des éléments qui prouvent que nous avons le droit de mener cette guerre. L'article 47 dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui peut être, peut-être à mon sens, le nerf de la guerre, si cet article était remis sur la table, où justement la forme de l'État en 1961 était la forme fédérale, si cet article pouvait être mis sur la table, pour qu'on en débatte et qu'on trouve au moins à partir de là les voies de sortie, est-ce que ça ne pourrait pas être des solutions assez appréciables? Pourquoi est-ce que la forme de l'État semble justement être la balance qui finit par ne peser nulle part? Comment ça? Du moins, le gouvernement se prévaut d'avoir obtenu des suffrages avec l'élection présidentielle 2018 sur la base de ce que les Camerounais auraient ou ont. Nous sommes aussi dans la théorie, c'est-à-dire que le gouvernement s'appuie sur la théorie. Or, la réalité est tout autre. C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez vous prévaloir d'avoir eu un projet de société qui prône la décentralisation, mais au fait, vous avez une partie du pays qui ne veut même pas entendre parler. Et vous insistez, parce qu'il parle tout à l'heure du négociateur qui sera nommé par le chef de l'État, mais le gouverneur est nommé par le chef de l'État. Je ne pense pas que les gouverneurs sont autant appréciés dans l'exercice de leur fonction dans ces zones-là. Les préfets sont nommés par le chef de l'État. Donc vous êtes... En fait, le régime est dans une répétition permanente, mais qui ne résout rien fondamentalement. La question, elle demeure. Il faut écouter les populations. Il faut justement permettre que ceux qui se proposent comme des médiateurs prononcent parfois des discours qui vont à l'encontre de ce que vous avez pensé, pour qu'ensemble on trouve des justes milieux et on les adopte, pour que chacun essaie de trouver un espace où il pourra mieux s'expliquer et faire prévaloir ses idées. D'accord. Question de sortie avant de passer au prochain thème. On va commencer par Maître et puis Franck et Eric. Que peut apporter cette démarche de l'Église catholique au moment où le représentant du pape achève sa mission à Yaoundé? Je veux dire que peut-on en avoir un espoir? Peut-on, au regard peut-être du déroulé, être davantage pessimiste? Quelle issue, pour ne pas parler comme l'autre? Y a-t-il un bout de tunnel après cette visite? Écoutez, moi je ne sais pas si ce sera l'ataraxie. Pour ma part, je crois plutôt que bon, ce sera l'Église ayant des valeurs morales qu'elle dispense tous les jours. Je pense qu'il faut plutôt travailler sur le subconscient des protagonistes de cette crise. Je pense que la loi morale défendue par l'Église, si vous voulez, un discours plus humanisant, parce que il y a eu un comportement quand même dans cette zone, il y a eu des comportements dans cette zone qui étaient regrettables. Lorsque quelqu'un rentre dans une école et tue des enfants, ce sont des comportements qui déshumanisent les Camerounais. Et je pense que le rôle de l'Église, je ne fais pas partie de l'Église, c'est de rappeler à ses ouailles, ou alors du pasteur, c'est de rappeler à ses ouailles que voilà ce que nous attendons de vous,
c'est plus un comportement humain qu'un comportement déshumanisant comme celui que nous avons observé il y a quelques mois à Kumba. Je souhaite que l'Église accompagne l'État du Cameroun. Je souhaite que l'Église accompagne les Camerounais. Je souhaite que cette médiation, ou alors celle qui a été initiée il y a quelques jours, depuis quelques jours qu'il est là par le consul, que ce soit dans l'intérêt du Cameroun, que ça apporte quelque chose aux sécessionnistes, que ceux qui sont en brousse écoutent, deviennent des paroissiens, qu'ils écoutent le curé de la paroisse et que finalement ils reviennent vers la République pour qu'ensemble on bâtisse notre pays, qu'on ne soit pas en train de le détruire. Parce que ce qui se passe, c'est que nous détruisons notre pays, nous détruisons nos infrastructures, il faudra ensuite les reconstruire, nous détruisons notre économie, nous nous détruisons entre nous puisqu'on se tue entre nous. C'est une image hideuse de notre pays, c'est une image regrettable et je souhaite que l'Église nous accompagne, le gouvernement de la République, dans ces efforts inlassables, ces efforts qui doivent se poursuivre pour trouver une solution à cette situation qui, encore une fois, est absolument regrettable. Et monsieur, vous êtes toujours sur des articles de la Constitution fédérale. Écoutez, un pays a son histoire. Vous savez, si on veut faire l'histoire constitutionnelle de la France, depuis 1789, la France a connu trois ou quatre républiques. La France a connu la Convention en 1793, qui était un système révolutionnaire. La France a connu la monarchie de Juillet. La France a connu la Restauration. Mais ils ne vont pas tous les jours, quand ils s'asseyent, revenir sur ce qui a été fait. On avance dans un pays. Moi, je souhaite qu'on avance, qu'on ne revienne pas sur ce qui a été fait. C'était cela en 1961. Les conditions aujourd'hui ne sont pas celles de 1961. La société est démocratique. La société est démocratique. Et nous souhaitons que la démocratie l'emporte sur toutes les considérations, notamment des considérations comme celles que vous évoquez. Valeur ajoutée Je pense tout simplement que le clergé doit rassurer les deux camps, le clergé doit rassurer les protagonistes. Et à côté de cela... Je ne voudrais pas vous emprunter un autre thème, l'Église doit jouer les religieux. Oui, c'est ça. Et ce que je voulais aussi ajouter, en fait, c'est que si les Camerounais n'arrivent pas à s'asseoir pour résoudre cette crise, la communauté internationale va le faire à notre place. Donc, cette communauté internationale, via les résolutions onusiennes, sera obligée d'envahir notre pays. Donc, il est temps que les Camerounais s'asseyent, qu'on se regarde en face, que chacun accepte ses responsabilités, qu'on se pardonne pour réunifier notre pays. Mot de la fin sur la question. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, la République se constitue. La République ne se fragmente pas. C'est un appel fort qui doit concerner le gouvernement, l'État, qui est impersonnel. Parce que je pense, pour ma part, que ceux qui nous dirigent doivent mettre de côté leur ego et penser la République. Cette République qui doit se constituer. Et dans ce sens-là, je pense, en ce moment, l'appel aura tout son écho et le sentiment de constituer justement cette République sera partagé de tous. Et maintenant, de l'autre côté, j'interpelle mes frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ceux qui sont retranchés en forêt, ceux des leaders qui, je veux dire, préfèrent utiliser la violence, la mort comme le modèle de communication, de penser justement que la vie est sacrée. Et ce n'est pas parce qu'on va ôter la vie à quelqu'un que forcément le message qu'on porte sera entendu. D'écouter ce cri et de militer davantage dans l'intention de donner les pistes, les priorités à une voie de dialogue pour une sortie définitive de crise. Je crois qu'ils doivent accepter les mains tendues, ils doivent se constituer eux-mêmes de leur côté pour venir débattre, pour trouver des mécanismes. Et quand je parle de venir débattre, forcément ne pas venir débattre où ils sont en insécurité, parce que cette question également demeure. Viendront-ils au Cameroun? Quelles sont les garanties qu'on leur accorde? Cette question demeure. Mais je crois qu'en travaillant dans le sens de construire un espace où le débat sera l'arme fatale pour discuter de ces questions, je me dis qu'on réussira à taire les armes et justement à donner
plus de chance au dialogue que nous souhaitons de tout vœu. Franck, ici. Je pense que le mérite de cette visite, c'est de remettre sur la table la nécessité de nouvelles initiatives pour avancer et mettre un terme à ce conflit. La question qui est posée sur la table, c'est la question de quelle médiation appropriée à ce stade de la crise et qui doivent en être les acteurs. L'Église catholique se propose d'en être un élément. Je pense et je souscris à l'idée que ça ne peut pas seulement être l'Église catholique. Ça doit être d'abord un ensemble d'acteurs qui sont perçus aux yeux de l'ensemble des protagonistes comme étant des autorités, disons, morales, respectables. Ensuite, la seconde chose qui est très importante et qu'on évacue souvent le débat, c'est que dans ce type de processus, il y a plusieurs étapes, notamment des pré-dialogues où les différents protagonistes s'accordent d'abord sur ce qui constitue les points d'achoppement, la méthodologie de discussion et la méthodologie de décision. Et quand on est d'accord sur ça, on choisit le lieu où on va le faire et les médiateurs. Et c'est après ça qu'on commence le long chemin maintenant de négociation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une négociation de la paix. Parce que je pense que le fond de ce problème-là, c'est un problème d'injustice, c'est un problème de mauvaise gouvernance qui appelle aujourd'hui à une refondation de l'État. Donc ce qui est en jeu, c'est en tant que Camerounais, comment agissons-nous pour arriver à refonder l'État et bâtir un pays qui soit plus juste? Et ça, c'est la question qui justement nous interpelle tous, pas seulement l'Église catholique ou les protagonistes sur les champs de guerre. Merci pour cette première partie de l'émission. On prend la transition et on revient sur le rôle que pourrait jouer ou joue la diaspora sur les questions sociopolitiques. Dylan, on va commencer avec vous sur ce volet-là. Évidemment, d'aucuns parlent des diasporas pour dire, essayer de faire cette distinction-là entre les différentes catégories. Certains parlent de la diaspora positive, d'autres parlent d'une diaspora négative, d'une diaspora active, d'une diaspora non active. On a pu voir, évidemment, ces dernières années, qu'il y a évidemment des activistes qui montent au créneau pour porter les revendications de certains leaders ici sur le plan national, souvent des revendications qui portent, qui trouvent des solutions. Quel est l'impact d'abord des initiatives de la diaspora camerounaise sur la vie sociopolitique? On ne peut même pas négliger l'aspect économique parce que c'est lié au Cameroun. Oui, il faut d'abord soulever que la diaspora est à l'image du modèle de société qu'un pays se donne. Ça veut dire que la diaspora camerounaise, qu'elle soit divisée ou qu'elle soit unie, reflète l'image que la société camerounaise en elle-même est. Donc, maintenant, vous demandez quelle est l'implication de la diaspora dans le processus de cette marche pour une république qui s'affirme. Je dirais simplement que il faut voir nos mécanismes de gouvernance pour comprendre parfois l'acharnement de certains de nos compatriotes du côté de l'Hexagone qui, parfois, à tort ou à raison, utilisent des méthodes qui leur sont propres pour s'exprimer. Voyez-vous, au Cameroun, nous avons un problème avec nos libertés. C'est-à-dire que de façon minimale, les libertés au Cameroun sont réprimandées. Il est difficile de voir les Camerounais se manifester librement. Il est difficile de voir les Camerounais s'exprimer, de façon libérale, comme on voit dans des républiques beaucoup plus avancées, sans toutefois faire souvent un sujet d'interpellation. Et donc, quand vous avez une diaspora qui réussit à s'échapper de ces filets-là et se retrouve dans un milieu où elle peut s'exprimer librement, elle peut manifester librement, voyez-vous, il y a de cela que chacun voudra monter au créneau pour dire en fait, j'ai la meilleure façon de m'exprimer, quitte à ce que ceux qui ont combattu ces libertés, ceux qui sont contre ces libertés, nous écoutent et justement comprennent que nous avons de l'écho. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on peut parfois comprendre
certains égarements, ou est-ce que je peux qualifier d'égarements de comportement par rapport à la République, on peut comprendre. Mais je dis, s'il faut indexer ici, avant d'indexer ceux des compatriotes qui se font remarquer par des actes souvent peu recommandables, avant de les indexer, moi je regarderai d'abord mon gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a donc fait pour empêcher qu'au lieu de manifester à l'intérieur de nos frontières, que les Camerounais, les citoyens se sentent plutôt obligés. Et qui peut-être le gouvernement aura le beau rôle de reprendre à son compte, je ne parle pas en son nom, la célèbre phrase de John Kennedy, ne vous demandez pas ce que vous faites pour votre pays, mais demandez-vous, ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous, mais demandez-vous, vous, ce que vous faites pour votre pays. Je crois que c'est une posture qui trouve peut-être, je veux dire quoi, le gouvernement trouve son compte en disant, mais je dis toujours, le citoyen, d'une façon ou d'une autre, contribue toujours à la bonne marche de son pays. Il y a des citoyens d'une façon à une autre contribuent. Même ceux qui critiquent, si un temps soit peu, on s'intéressait à cette critique-là, je vous assure, de belles choses devaient se faire, de belles choses devaient se mettre en place. Pas que c'est l'impact de cette diaspora-là. Non, l'impact est énorme et l'impact est croissant. Déjà, je dis qu'il n'y a pas une seule diaspora, il y a plusieurs diasporas. D'accord. Déjà, on va dire, pour commencer à sourire, il y a une diaspora bruyante, une diaspora silencieuse, une diaspora qui rehausse l'image du pays à travers ses réalisations dans les pays où ils sont installés, et il y a une diaspora qui malheureusement fait en sorte que l'image du pays est ternie et que quand vous dites que vous êtes un Camerounais, on se méfie, on se tourne, on se regarde. Donc ça, tout ça, ce visage-là existe, et comme le disait Dylan avant moi, c'est le reflet aussi de la diversité du Cameroun qui n'est pas un ensemble d'individus homogènes. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la contribution est réelle. Elle n'a pas attendu, si vous voulez, l'organisation, les structures mises en place par l'État, parce qu'elle se fait de diverses manières sur le plan économique et social. Dieu seul sait combien de familles vivent au Cameroun grâce aux subsides qui viennent de l'Europe. Dieu seul sait l'impact que cette diaspora a d'un point de vue positif sur les soins de santé et encore sur l'éducation et les investissements. Donc il se trouve seulement qu'aujourd'hui, nous on a l'impression que, en fait pas l'impression, il y a la preuve que, à cause de la mauvaise gestion du pays, cette diaspora a un potentiel qui est mal et insuffisamment exploité. Quand on regarde maintenant ailleurs, le rôle que la diaspora joue, l'impact qu'elle a réussi à avoir. Le simple fait, et pourquoi elle est mal et insuffisamment exploitée? Parce qu'elle est d'abord crainte. Et cette crainte-là, c'est la conséquence actuelle d'une politique qui date des années 90, où le concentré de l'opposition au régime dictatorial de Ahidjo était essentiellement dans le contingent de personnes qui, étudiants, qui militants politiques en exil, peuplaient la diaspora. Donc ça fait en sorte qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que celle-ci ne puisse pas avoir gardé la nationalité quand elle acquiert une autre nationalité, et par la suite beaucoup de mécanismes de restriction. Donc ce que nous on veut dire, c'est que aujourd'hui, moi je pense que tout ce qu'on observe, si on veut parler en particulier de la diaspora militante sur le plan politique, qui mène des actions spectaculaires pour dénoncer la mauvaise gouvernance et attirer l'attention de l'international sur ce qui se passe au Cameroun. Si on veut mettre le focus sur eux, il faut comprendre qu'en fait, c'est un concentré de tout ce qui est, si vous voulez, les échecs de la gouvernance au niveau local. Ce sont les fruits c'est les premiers enfants, c'est-à-dire les enfants puissants du régime Biya. Donc quand moi je vois des ministres ici qui fanfaronnent, qui détournent de l'argent, qui vont construire des châteaux dans des brousses, qui n'habitent pas, qui achètent des châteaux partout, font voyager leurs petites amies, etc., compromettant l'avenir des jeunes qui se retrouvent en train de prendre le désert, etc., pour se retrouver en Occident. Et après on nous dit, non, soyez républicains. Mais moi je vois les pères et les enfants, les mères et les enfants. Non, moi je vois les gens d'une même famille. Donc je pense que ceux qui veulent nous dire que cette diaspora-là qui verse les farines sur les officiels, crie chaque jour sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils parlent à leurs parents. Et leurs parents feraient mieux de réfléchir à quelles sont les réformes qui permettent que la vie soit meilleure ici et ailleurs pour tout Camerounais. Et c'est ça l'essentiel du débat. Eric. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de diaspora positive ou négative. Il y a la diaspora. Et au sein de cette diaspora, il y a des divergences d'opinion, divergences de vues et d'agir. Donc, moi personnellement, depuis 20 ans, j'ai été au four au moulin
avec tout ce qui se fait à la diaspora, je suis connu de tous ces gens-là. Mais où j'ai eu quelques malentendus avec certains de mes amis de la diaspora, c'est la violence qu'il y a eu dans certaines façons de revendiquer. Moi, je suis non-violent. Je ne suis pas Gandhi, mais je suis non-violent. Et je les ai fait savoir que, pour ma part, tant qu'on revendique dans la violence, moi, mal, je m'abstiendrai toujours. Cela étant, je n'aimerais pas qu'on tire tellement sur la diaspora parce que l'État aussi est responsable de ce qui se passe dans la mesure où si nos enfants prennent le désert, s'ils prennent la route de la Libye pour mourir dans l'eau, c'est aussi parce que ça ne va pas au pays. C'est aussi parce qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Et c'est dans ce sens-là que je demande à nos dirigeants de retravailler leur méthode, de voir comment est-ce qu'on peut développer notre économie pour que les Camerounais qui sont à l'extérieur rentrent. Et même qu'on facilite la tâche à ceux qui veulent venir investir, d'investir facilement. Pour eux, il y a trop de complications. Quand on fait venir un conteneur au port, c'est tellement compliqué de dédouaner, il y a tellement de mafia et autres que... Voilà, quand ils viennent ici, ils subissent tout ça. C'est normal aussi qu'ils se fâchent. Donc c'est une façon... Ils expriment leur ras-le-bol. Mais je pense que nous pouvons trouver une solution à ça. Donc, il y a une diaspora. D'autres sont un peu... va-t-en-guerre, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Mais c'est des méthodes, c'est l'éducation, c'est beaucoup de choses. Il faut que ceux qui sont là sachent que non, la diaspora, grâce à la diaspora, on envoie les enfants ici à l'école, on investit, on nourrit la famille. Donc, je ne peux pas cracher sur la diaspora, mais je crache sur certaines méthodes. Merci. Georges Teguin, maître. Écoutez, nous voulons une diaspora positive. Nous souhaitons. Et nous pensons toujours que dans la vie, on apprend partout. Nous mettons toujours la formation au premier palier, si vous voulez, l'escalier. Nous pensons que lorsqu'on va dans un pays étranger, notamment des pays européens qui sont des vieilles démocraties, on apprend, c'est pour son pays. On n'apprend pas pour détruire son pays. Moi, je suis quand même surpris que certains de nos compatriotes détruisent les ambassades. C'est quand même... Moi, je pense que c'est pas ce que... Je pense qu'étant là-bas, c'est pas ce qu'ils voient. Et puis, lorsque vous parlez de tracasseries, excusez-moi, nous on connaît aussi un peu là-bas, c'est pas parfait, hein. Il y a des tracasseries partout. C'est simplement que, et ça je le dis parce que j'ai remarqué que les gens de la diaspora, quand ils sont là-bas, ils respectent mieux les règles communes qu'ici. Justement, peut-être parce que là-bas l'autorité c'est... Peut-être parce que là-bas la gouvernance, le management des questions publiques fait que chacun se range. C'est vous qui le dites, hein. Parce que quand vous êtes même en faculté... Ou du moins, à défaut d'être rangé, vous savez à quoi vous attendre. Quand vous êtes en faculté, l'enseignant rentre et vous dites j'ai remis les cours à l'administration, c'est toute la fac qui crie, c'est toute la salle qui crie. Hein. Vous dites l'administration, vous dire que mais ça ne marche pas très bien. Et quand vous vérifiez, effectivement, si vous êtes dans le contexte là-bas aussi, ce n'est pas parfait. Mais il faut travailler. Ce que moi je regrette, c'est qu'on ait une diaspora qui, quelquefois, certains d'entre eux, se comportent comme s'il est question de détruire ce pays. Personne n'a voulu qu'un Camerounais prenne la route du désert. Ce que nous voulons, c'est mettre un minimum, un cadre pour tout le monde. C'est ce que chaque Camerounais pense faire. Bien maintenant, on vous dit que les libertés sont confisquées au Cameroun. J'ai entendu le dire, un représentant d'un parti politique le dit tout de suite sur un plateau. Mais monsieur, les libertés ne sont pas confisquées, elles sont organisées. Et au Cameroun, c'est connu de la loi. Si une manifestation est interdite, c'est une voie de fait, c'est-à-dire un acte qui viole la loi. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc moi, je ne sais pas pourquoi il faut toujours... Et puis, il a évoqué tout à l'heure la parole du président américain. Ne vous demandez pas toujours ce que... Mais demandez-vous aussi, lorsqu'on est dans la diaspora, ici au Cameroun, moi j'ai toujours été surpris, il y a une boulangerie où les gens respectent le rang. Mais dès qu'ils viennent à l'hôpital, on demande de se mettre... Il veut passer avant. Alors que dans la boulangerie qui est juste à côté là, c'est le rang, si vous voyez, ils sont très organisés. Donc quand les Camerounais veulent être organisés, ils sont effectivement organisés. Donc ce que je regrette, c'est que certains membres de la diaspora empêchent des Camerounais de venir là-bas librement, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme de liberté. Et vous êtes les premiers à combattre les autres parce qu'ils n'ont pas la même opinion que vous. Lorsqu'on est en démocratie,
vous devez toujours vous rassurer lorsque vous exprimez qu'à côté de vous, on ne pense pas comme vous. Et vous devez toujours vous rassurer qu'on est en démocratie, il y a l'obligation de solidarité, il y a le droit à la différence. Vous devez vous rassurer qu'en démocratie, il y a des principes universels. Il y a le minimum consensuel. Il y a le respect institutionnel. On ne peut pas fonctionner comme si on était en anarchie. On ne peut pas fonctionner comme si on était à l'état de nature. D'accord. Dans une république, il y a des règles, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a le minimum consensuel, il y a nos institutions que nous devons absolument respecter parce que ce sont elles qui font de notre vivre ensemble. Je reviens à vous. Est-ce que justement l'autre impair de cette diaspora n'est pas qu'il y a un processus formel? Je veux dire qu'il y a des pays qui ont par exemple des ministères consacrés entièrement aux questions de la diaspora, qui évidemment la régulent, l'écoutent, essayent d'apporter des solutions, essayent de formaliser son apport, son impact sur les actions sociales dans le pays. Je pense au Mali, voilà, il y a des députés. Voilà. Est-ce que justement, ça ne donne pas le sentiment à cette diaspora qu'elle n'a pas d'écoute à l'intérieur du pays? Effectivement, je pense que la diaspora camerounaise pense qu'elle n'est pas écoutée. Et c'est ce que j'ai dit, ils ont des revendications qui ne sont pas fausses, mais je dis c'est les méthodes que je n'approuve pas. Donc je pense que le gouvernement gagnerait à écouter la diaspora, à créer un ministère pour la diaspora et faciliter, encadrer les investissements de la diaspora. Donc moi je pense que tant que tout ça n'est pas fait, entre la diaspora et ceux qui dirigent, ça va toujours être un peu compliqué. Et je pense qu'il n'est pas tard que le gouvernement tende la main à la diaspora pour qu'ensemble on puisse bâtir notre pays. Franck, ici. Moi, je pense que, on l'a dit déjà, c'est qu'il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes politiques qui font en sorte que l'apport de la diaspora ne peut pas se ressentir. Et en la matière, je pense qu'il y a tellement de pays qui sont mieux organisés que nous que parfois il ne faut pas réinventer la roue, il faut simplement s'inspirer et adapter en fonction de nos réalités. Déjà, la représentation des membres de la diaspora dans nos différentes institutions, elle est importante. La question de la double nationalité, elle est importante. Des facilités spéciales. Hein. Il ne faut pas seulement aller chercher les investisseurs chinois, leur brader nos terres, ceux qui viennent piller nos bois, ceux qui viennent piller nos eaux territoriales en pêchant de façon illégale du poisson. Ce n'est pas seulement eux qui sont des investisseurs étrangers. Les principaux investisseurs, c'est d'abord les ressortissants d'ici. Et surtout, il y a ce qu'on appelle la richesse, parce qu'on entre dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc la richesse la plus importante, c'est le savoir, c'est les cerveaux. Alors, actuellement, l'Afrique, depuis des décennies, vit ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire que la fuite des cerveaux, de façon systématique, quand vous commencez à devenir excellent, même quand vous avez été formé en Afrique, allez, ce qui se passe, c'est que les économies développées vous tirent, vous allez enrichir ces économies-là. Donc, quelle est la stratégie? Et c'est même le but de la loterie américaine et canadienne. Voilà. C'est le but caché. Quelle est la stratégie? Parce que moi, personnellement, dans ma conviction, je pense que au lieu de faire que les enfants partent par les déserts, il faut organiser, ils entrent dans les avions, ils envahissent l'Europe. Parce que si c'est eux qui ont la richesse, il est question qu'ils aillent là-bas, ils créent de la richesse et ils transfèrent ça en Afrique. Moi, je ne suis pas pour dire restez chez vous, absolument non. Parce que les migrations, ça fait partie de l'histoire naturelle humaine. Et on va où il y a des opportunités. Et ensuite, c'est comme un cycle. On revient chez soi et on enrichit. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros enjeu qui devrait mériter des vrais débats, des colloques, des réflexions, c'est comment tout ce savoir-là, ces ingénieurs camerounais qui sont partout, ces médecins, tous ces savoirs-là, comment ils sont, c'est-à-dire ce savoir-là est capitalisé et appliqué chez nous pour multiplier par 100 la vitesse à laquelle on résout les problèmes. Mais ils veulent le faire, mais nous n'avons pas de plateau technique. Simplement parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle un concours chez qui sont assis et qui ont installé des ministères des impôts dans leur bureau. Quand tu viens ton projet, il devient actionnaire d'abord dans ton projet. Il devient DRH, il exige 30% du personnel, il exige les salaires. Ça, c'est des réalités qu'on connaît, M. Tegueb, dans cette république en construction. Donc, il me semble qu'on ne peut pas, dans un monde qui va très, très, très vite, où les gens vont déjà sur la Lune, où les gens pensent déjà à créer l'homme augmenté, etc. Nous, on soit encore là
avec tous les ingénieurs, les ressources humaines que nous avons, à ne pas avoir l'eau à la maison, l'électricité, les trous sur la chaussée qui font des mois, des difficultés à faire les moindres choses, les choses les plus simples. Moi, je me dis souvent, si mon petit-fils qui naît dans, je sais pas, 50 ans, il arrive, il dit, mais grand-père, tu as vécu à une époque où dans ce pays, on n'arrivait pas à avoir l'eau, donc on n'arrivait pas à mettre un tuyau, l'eau arrive à la maison, alors que les gens allaient déjà sur la Lune. Moi, j'avais dit que j'aurais honte. Donc, en tant que collectif, qu'on appelle une nation, non, on a intérêt à ce que vraiment l'énergie, l'ouverture de la diaspora soit canalisée pour nous permettre de nous adapter, justement. Et je termine en disant qu'il y a des pays plus pauvres que nous, plus petits que nous, qui sont en train de faire des efforts appréciables. Je parle du Rwanda, où ils ne vont même pas seulement chercher leur diaspora, ils cherchent même la diaspora africaine. Si vous connaissez le nombre de Camerounais qui travaillent chez eux, on veut les compétences et on veut avancer. Et je pense que c'est même cette mentalité au-delà des Camerounais qu'il faut puiser. Je vois le Nigeria qui est très puissant, là, avec beaucoup de ressources humaines intéressantes. Soyons, en fait, je ne pense pas qu'un système de gouvernance actuel, ce genre de réflexion n'est pas ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est bouffer, bouffer, bouffer. Surtout manger, placer le comptoir, s'enrichir, placer les petits dans partout en Europe, etc. Ça, malheureusement, ça se résume à des choses aussi triviales, malheureusement. Oui, pour ma part, je dirais que c'est l'absence de vision qui fait en sorte qu'on a une diaspora délaissée. Finalement, une diaspora qui s'active à son dépens pour... Il se débrouille. Se débrouille, justement, voilà l'expression. Se débrouille à démontrer qu'elle peut exister, qu'elle peut faire quelque chose. Pourquoi je parle d'absence de vision? Vous savez, je me serais amusé à poser la question, j'ai brillamment suivi votre analyse, et justement, ça m'a amené à poser cette question. Quel est le Camerounais qu'on veut? Du moins, il y a des bourses, des bourses d'études que le gouvernement, à tête chercheuse, octroie à qui elle veut, à qui il veut. Est-ce que ceux qui bénéficient de ces bourses-là reviennent toujours au pays pour développer ce qu'ils ont appris? Est-ce que les politiques en matière d'immigration, du moins, les Camerounais qui quittent le territoire se retrouvent en Occident, se battent? Je prends l'exemple de l'athlète Nganou, qui, quand vous suivez son histoire, quand vous raconte son histoire, ben, vous avez la chair de poule. Hein. Aujourd'hui, il est tant sollicité par le gouvernement. Or, dans toute sa démarche, il était connu de personne. Hein. Pourtant, il faisait ses preuves. On a tout récemment notre compatriote Mbappé, qui a même, en Mondial Vision, rejeté son appartenance comme étant un fils de ce pays. Il y a autant d'exemples de cette nature qui démontrent quand même que c'est cette absence de vision. Les politiques en place n'ont pas mis suffisamment les mécanismes pour revenir toutes ces ressources-là et leur faire contribuer au mécanisme de développement de ce pays. Maintenant, ceux qui se sont retrouvés là-bas, qui préfèrent plutôt briller dans la critique, c'est justement parce que c'est verrouillé. Il faut le dire, Maître Tegam le sait, c'est verrouillé. Vous avez un gouvernement qui se perpétue, c'est-à-dire que celui-ci a été gouverneur, on le change, demain il est... Mais avec tous ces comportements, comment est-ce que vous allez espérer que le Camerounais qui a eu la chance de se déporter dans un territoire occidental, qui a trouvé de quoi se déployer, puisse avoir assez de patriotisme, de revenir investir là où il sait d'avance qu'il y a des vautours là qui vont absorber et qui finalement ne vont rien faire pour la bonne marche de ce pays. Donc il y a tous ces problèmes-là qui font en sorte qu'on peut comprendre cette diaspora qui crie le ras-le-bol. Et voyez-vous, moi j'ai jamais envie de dire que sans doute la diaspora brillante que Maître Tegem voudrait nous faire voir ici, c'est celle-là qui dit Paul Biayop, parce que vous savez que quand le chef de l'État peut-être doit se déplacer, on mobilise certains Camerounais qui applaudissent, qui brandissent les tissus du RDPC et tout. Du coup, dans les commentaires, vous entendez que voilà la diaspora brillante, voilà. En fait, c'est de ça dont il est question. Tout est politisé. On oublie qu'en fait, l'apport d'une diaspora dans un pays est condition des avancées économiques. Donc, si autant on ouvre les brèches à cette diaspora sur l'ensemble des revendications, la double nationalité, la prise en compte des projets qu'ils ont pour le Cameroun. Je me rappelle encore du Camerounais qui mettait à disposition
son entreprise pour la fabrication des CNI. Nous vivons un problème au Cameroun qui a fait le tour du monde, mais jamais une initiative comme celle-là. Vous parlez de Jean Genesta Priso. Justement, une initiative comme celle-là n'est jusqu'ici pas sollicitée par notre gouvernement. Donc voilà l'ensemble des mots qu'on peut décrire pour dire que on peut comprendre cette façon de faire de la diaspora, de surgir, je veux dire quoi, de se porter en faux contre les mécanismes de gouvernance de ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Maître Teguem, le gouvernement est-il embarrassé par cette diaspora, j'ai failli dire activiste, plus que tout à l'heure? Franck Essi a circonscrit davantage la diaspora, ou du moins s'est appesanti davantage cette diaspora qui est impliquée sur les questions politiques, sur les revendications socio-politiques. Une diaspora évidemment qui comporte des activistes qu'on peut relever, qui ont mené des actions parlantes, qui ont impacté évidemment d'ailleurs même les décisions gouvernementales. Est-ce que le gouvernement n'est-il pas embarrassé par cette diaspora notamment? Je ne note pas un embarras visible, au contraire. Monsieur Macron, au contraire. Les événements de Genève en Suisse. Écoutez, vous ne revenez pas sur cette histoire où on ne va pas parler d'un monsieur qui allait... J'avoue que j'avais un peu cette image quand je parlais de l'embarras. Non. Écoutez, on ne va pas revenir sur cette image. Le président ne voyage plus beaucoup depuis un certain moment. Non. Bon, moi, je ne fais pas de lien. Écoutez, moi, je dis ce que nous souhaitons, c'est que la diaspora travaille pour accompagner ce pays. Et puis, il y a un comportement que je perçois toujours avec beaucoup de regret. Je ne sais pas si... Moi, je ne sais pas, M. Dylan ou M. Franck Essi, qui vous a dit que dans un pays, il n'y a que des problèmes de démocratie, de manifestation? La construction d'un pays, comme disait le ministre Atangandji il y a quelques jours, il y a l'agriculture. Il y a plein de domaines où ils peuvent s'exprimer. Pourquoi c'est toujours qu'il faut la démocratie? Il faut... J'aurais souhaité, par exemple, que la diaspora arrive aussi. Mais écoutez, vous êtes, c'est pas ce qui me donne. Vous êtes terrible. C'est ce qui me... Vous savez ce qui m'étonne toujours vous l'entourez. Lui, il a dit ce qu'il voulait dire. Je ne l'ai pas interrompu. Mais maintenant, comme je ne pense pas comme lui, il trouve que... Mais on est en pleine discussion. Mais monsieur, et personne en discussion. Ce n'est pas la juxtaposition des opinions. Ben voilà. C'est la confrontation. Vous voyez qu'il m'a complètement interrompu. Allez-y. Alors que j'étais en train de développer. Lui, il a parlé tout à l'heure. Il est allé jusqu'à se mêler les pédales. Il se plaint. Mais monsieur, si, laissez-moi finir. Vous plaignez de ce que certaines personnes étrangères viennent au Cameroun exploiter les richesses camerounaises, et vous demandez en même temps au Cameroun d'aller chez les autres exploiter les richesses pour développer le Cameroun. Vous êtes entremêlé les pédales, monsieur Franck Essi. Le monde aujourd'hui est un village planétaire où un pays ne peut plus. Le protectionnisme, c'est fini depuis, on l'a vu depuis 1994. Vous confondez aller investir et chercher le savoir. Vous aurez la parole. Avec l'exploitation illégale, le pillage. Mais vous terminez votre intervention. Je vous parle de pillage de nos forêts et de nos eaux. Franck. Je ne vous parle pas des gens qui ont investi normalement. Franck, vous pourrez le dire quand vous aurez la parole, s'il vous plaît. Allons-y dans les discussions. Maître, allez-y. Pour terminer par contre, pour terminer. Lui, il a parlé 15 minutes, vous l'avez pas interrompu, mais là je dois terminer. Allez-y. Très bonne chance, monsieur. Merci pour la formation. Mais je vous dis une chose, c'est que je ne pense pas comme vous. C'est clair. Moi, je pense qu'une diaspora serait positive si elle apportait sa contribution à la construction du Cameroun. Elle peut le faire à travers une diversité de participation. La participation n'est pas nécessairement politique. La participation peut être également sur le plan de l'éducation. La participation peut être sur le plan de la santé. La participation peut être sur le plan économique. La participation peut être sur le plan financier. En tout cas, il y a quelques jours, je sais qu'il y a un député de la nation qui travaille en tant que représentant. Je pense que les députés ont mis en place une structure qui s'occupe de servir de pont entre les autorités locales et la diaspora pour normaliser les rapports, travailler en synergie. Et le président de la République a accompagné cela en désignant un nouvel ambassadeur, notamment en France, en lui assignant des nouvelles missions. Il est temps
il a mis en place, si vous voulez, il a commencé par un comportement qui visait à rassembler tous les Camerounais de France, ce qui est une bonne initiative que nous voulons approuver. Nous souhaitons que ces diasporas le comprennent, que ces diasporas comprennent bien que c'est notre pays et que l'école même en réalité c'est la vie. Ils sont dans des sociétés, ils habitent des sociétés dans lesquelles ils vivent certaines réalités. Nous souhaitons que ce soit ces réalités-là. Nous souhaitons que ce soit ce qui est positif là-bas, qui soit, si vous voulez, importé ici. Nous ne souhaitons pas que ce qui se voit là-bas de négatif soit ce qu'on nous impose ici, que l'on vienne ici avec des principes qui ne font pas avancer le Cameroun, que l'on ne soit pas toujours en train de nous imposer ce que M. Franck ici veut nous imposer ici ce soir, c'est-à-dire une diaspora ou alors un Cameroun qui va à l'étranger piller les richesses des autres. Non, nous voulons un Cameroun à l'étranger qui est exemplaire, qui est le reflet du Cameroun, qui donne une image positive de notre pays à l'étranger, parce que c'est aussi l'image positive qui fait en sorte que les touristes viennent. C'est aussi l'image positive de notre pays qui fait en sorte que les investisseurs viennent. C'est aussi l'image positive de notre pays à l'étranger qui fait en sorte que nous accueillons chez nous certaines personnes qui ont envie de nous accompagner dans notre projet de développement. Et on n'est pas toujours en train d'avoir des propos aussi lourds que ce que vous voulez faire tenir, tout ce que vous venez de tenir, monsieur, ici. En disant, il faut que les Camerounais aillent là-bas piller, qu'on les mette dans des avions. Ce n'est pas notre projet. Mais vous ne vous entendez pas parler. Quand le Japon vous n'entendez pas parler, monsieur, ici. Des jeunes étudiés pour venir ensuite créer des grands champions. Le Cameroun également envoie des bourses. Où il y a la richesse, monsieur. Monsieur, ici. Vous parlez des Camerounais vous relancer. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, relancer. Quand vous aurez la parole, laissez-moi terminer. Monsieur Franck ici. Il a voulu un dialogue avec moi. Mais monsieur Franck ici, vous êtes vraiment monsieur extraordinaire. Quand vous prenez la parole, on vous laisse vous exprimer. Et quand un autre prend la parole, vous êtes carrément même dans les menaces. Parce que vous commencez à me dire, vous dites, à un point de temps, terminé. Arrêtez, on est dans terminé. Monsieur ici, c'est un débat public. Et dans le débat public, monsieur ici, souffrez que les gens ne partagent pas votre opinion. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer sur ce sujet. Ering Maleux. Alors, le gouvernement est-il embarrassé par une certaine catégorie de cette diaspora, notamment celle qui est davantage impliquée sur les questions politiques, qui se démarque à travers ses revendications, la diaspora qui est en son sein des activistes, et d'ailleurs, je crois que pour laquelle vous êtes aussi proche. C'est normal que le gouvernement soit embarrassé, mais je pense que le rôle de cette diaspora aussi, c'est d'interpeller le gouvernement, c'est de pousser le gouvernement à travailler davantage, parce que le but de s'opposer aussi, c'est ça, hein, c'est de titiller ceux qui sont aux affaires, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais cela étant, la diaspora active, il faut le reconnaître, embarrasse quand même un peu le gouvernement, parce que de Bruxelles, de Paris, de Washington, ils ont des voix qui portent, ils savent entrer dans les institutions, porter des messages et tout. Et c'est normal que ça puisse embarrasser le gouvernement. Mais moi, je ne vois pas ça de cette façon. J'aimerais qu'à travers ça, que le gouvernement voie en ses revendications des moyens à améliorer l'avenir des Camerounais, à améliorer le vivre ensemble et à développer le Cameroun. Donc moi, c'est ça. Et ce que je souhaite ici dire, c'est que la diaspora peut continuer le combat sans détruire. La diaspora peut continuer le combat sans la violence. Ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On peut poursuivre la revendication sans la violence, mais d'autres pensent que sans violence, le régime de Yaoundé n'entend rien et qu'ils doivent continuer avec la violence. Moi, je ne partage pas cela. Mais je pense que cette diaspora qui critique, qui propose, le Cameroun a besoin de ça pour se développer. Et Franck, je demande qu'on accepte nos divergences et qu'on mette le Cameroun au-dessus de tout. Franck? Donc je pense que déjà, il ne faut pas surestimer ou surévaluer, entre guillemets, le fait qu'il y ait une diaspora qui soit ce que vous appelez une diaspora critique. Parce qu'en réalité, quand on observe, elle est minoritaire. Et je dirais même malheureusement. C'est-à-dire que la diaspora a l'image même des Camerounais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment politisés. Pas politisés, c'est-à-dire c'est des gens qui vraiment sont investis au quotidien dans une interaction, disons, féconde et vigoureuse
en proposant, en critiquant, mais en poussant pour que ceux qui sont en responsabilité donnent le maximum. Et je dis sur ce point, en tant que Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, on doit s'améliorer. Donc, maintenant, il y a une poignée là qui a décidé récemment d'être un peu plus active, plus critique avec des actions spectaculaires et qui fait beaucoup plus parler d'elle et qui oublie que parmi peut-être 200 gens, peut-être, je sais pas, de la basse, il y a peut-être, je sais pas, 5 millions de personnes qui ne posent pas ce genre d'acte. Donc, il faut toujours raison garder en termes de proportion, à mon avis, je pense. Et maintenant, pour dire que M. Tegem, quand vous dites qu'il y a l'agriculture, etc., il ne faut pas réduire les gens. Ce ne sont pas des enfants. Hein? Je veux dire la liberté. Quand on réclame la liberté, on réclame la démocratie. Ça a des implications strictement politiques, économiques et sociales. Vous croyez que quand j'ai un contentieux en affaires et que la justice ne marche pas bien, ce n'est pas une affaire politique? Est-ce que je ne suis pas intéressé par les réformes qui se font au Parlement? Est-ce que je ne suis pas intéressé par le fait qu'il faut dans ce pays une justice qui marche? Si j'ai des problèmes fonciers, ce n'est pas politique. Et je vais vous dire que, justement, cette diaspora a la caractéristique, peut-être à mon grand regret, de d'abord trop s'intéresser au social et à l'économique. Et c'est quand elle est coincée par le politique qu'elle se rappelle qu'il y a un système qui est là, qui n'est pas forcément au service des intérêts généraux. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est d'abord dans le social et l'économique qu'elle investit. Donc la réalité est contraire à ce que vous décrivez, en disant que cette diaspora ne parle pas que de politique. Ce que vous voyez là, très frustré, très énervé, c'était à cause de projets détruits, du fait d'une mauvaise gouvernance, de fonctionnaires corrompus qui pillent le fruit du travail de plusieurs années et de sacrifices. Donc je pense que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'élever, et nous nous réjouissons de ça, parfois ça prend des mauvais canaux, le niveau général de la conscience politique, de la participation politique. Il faut que nous, au Cameroun, on cesse avec l'indifférence. Tous ceux qui dirigent là, c'est notre argent. Ce sont nos employés. On doit les contrôler. Qu'on soit originaire, qu'on soit sur le territoire, on doit les contrôler. C'est ça le message. Maintenant, il y a la manière, oui. Mais on doit les contrôler et de façon vigoureuse. Parce que c'est nos vies qui en dépendent. Alors, là, ce sera le mot de la fin. Je vais qu'on regarde justement de tous les exemples qu'on a pris. La diaspora qui contribue, la diaspora qui est active ou alors activiste, la diaspora qui est muette. Quel est le meilleur canal qu'on peut proposer, qu'on peut suggérer pour une implication sereine, pertinente et constructive de cette diaspora aux problématiques nationales? C'est d'abord faire, je vais dire... C'est la question de fin, elle va être posée à tout le monde. Imposer la bonne gouvernance. Tout à l'heure, il parlait de l'agriculture. J'ai eu envie de lui dire, libérez les terres. Vous avez les caciques de votre régime, de votre parti, qui sont accaparés les terres du Cameroun. Levez les barrières douanières, subventionner les projets et encourager l'effort. Les Camerounais viendront faire de l'agriculture. Parce que justement, vous avez touché un secteur assez important et je m'en félicite. Croyant peut-être banalisé. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a la politique de l'agriculture. Et vous échouez donc à ce niveau. Quand, justement, vous allez mettre sur place des bonnes politiques, en ce moment-là, vous aurez moins des activistes. Parce que il faut du mérite pour un citoyen qui se trouve à l'extérieur de crier haut son mal-être quand il voit son pays qui n'a pas de plateau technique. Quand tu vois une femme qui est opérée avec la lame devant un hôpital, ça fait mal. Et je crois que plutôt que de prendre ces interpellations et les qualifier de diaspora, vous avez vos termes que vous utilisez, vous ferez plutôt mieux de les exploiter et de vous poser des questions essentielles. Comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout ce que ceux de nos compatriotes, justement, se donnent l'effort de dénoncer. Donc, cette bonne gouvernance-là est la condition sine qua non pour qu'effectivement, toutes les ressources de ce pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, puissent avoir un champ pour s'affirmer. Je crois que l'apport de la diaspora au Cameroun ne devrait souffrir d'aucune lacune si ce gouvernement pratiquait effectivement le minimum de ce que les citoyens du moins attendent.
Metegem, le meilleur créneau pour cette diaspora. Écoutez, avoir un comportement républicain, respecter les règles. Je suis tout à fait d'accord qu'il faille contrôler le gouvernement. Mais dans une démocratie, il y a des mécanismes de contrôle. Dans une démocratie qui se respecte comme la démocratie camerounaise, encore en construction, monsieur, il y a des canevas par lesquels on contrôle l'activité du gouvernement. C'est la Constitution et un comportement républicain voudrait que l'on respecte cette valeur. Il n'y a pas d'autre façon de faire, monsieur Franck ici. Vous qui dites qu'il faut les contrôler en donnant les 2 points. Le contrôle se fait à l'occasion des élections. Le contrôle se fait par le Parlement sur l'activité gouvernementale. Le contrôle se fait par la justice qui est, si vous voulez... Non, c'est la justice qui contrôle au quotidien les activités ou les rapports entre les pouvoirs. Le Conseil constitutionnel, il y a des ordres, des instances pour cela. Et la diaspora doit observer, bien entendu avec un regard critique, mais dans une méthode qui se veut républicaine, les choses qui se font dans notre pays. Ils sont de la diaspora, oui, ils sont camerounais, ils sont respectés. Vous disiez les barrières douanières. On a signé des accords de partenariat économique. On a accordé des facilités douanières aux gens de la diaspora qui veulent rentrer s'installer au Cameroun. On a mis en place un système douanier qui permet aux gens de la diaspora qui veulent faire venir des produits pour investir dans l'agriculture, des facilités, des abattements en matière douanière. Notamment dans l'agriculture, en matière d'économie numérique également. Donc il y a des mesures gouvernementales qui sont prises. Il y a au Cameroun, au ministère de l'Agriculture, une diversité de projets. Il y a au Cameroun, au ministère de l'Élevage, une diversité de projets. Il y a le PIACI, il y a le PAGERU, il y a le plan spécial jeune. Il y a une série de projets qui peuvent permettre à une diaspora qui voudrait venir chez nous investir, de venir se déployer. C'est notre pays, c'est pas chez eux, c'est notre pays. Y compris moi, eux ils sont avec moi. Nous sommes tous Camerounais. Merci. Et nous souhaitons que cette gens respectent la République. Quel est le meilleur canal? Je pense qu'il faut déjà créer un ministère pour la diaspora. Vous l'avez dit, oui. Oui, et je pense aussi qu'il faut établir un climat de confiance. C'est très important parce qu'il y a certains de la diaspora qui pensent qu'ils ne peuvent même pas venir au pays. Ils ont peur parce qu'ils se sont exprimés librement. Donc tout ça, il faudrait qu'ils aient des garanties qu'en venant au Cameroun, il n'y aurait pas de problème. Et qu'ensemble, qu'on s'asseye, qu'on discute pour voir comment construire le pays. Et qu'on améliore la gouvernance aussi. Tout ça, c'est des jalons qu'il faut poser. Favoriser l'intégration favoriser l'intégration des diasporiens qui souhaitent rentrer sur place au pays pour faire des affaires et tout. Chacun sera gagnant. Vous terminez, Franck? Moi j'ajoute, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. Pas forcément ce que M. Tegem m'a dit, bien sûr. Donc j'ajoute juste qu'on peut la mobiliser autour de certains grands projets. Parce que je crois que le rôle du gouvernement, c'est de dire, écoutez, voici les défis dans 10, 15, 30 ans du pays. Voilà le potentiel que vous représentez. Alors, et convoquer les intelligences et les ressources pour que, à travers ces projets-là, elles viennent directement pour investir. Je pense que c'est ça aussi le rôle d'un gouvernement. En dehors des initiatives, bien sûr, personnelles ou associatives qui peuvent être prises ici et là par les Camerounais de la diaspora, bien sûr, pour qu'elles aboutissent, qui doivent être facilitées par l'État. Mais l'État, en tant que tel, doit avoir des grands projets. Et régler pour la double nationalité. Bien sûr, on l'a déjà dit, ça va de soi. Sauf pour les gens qui ne veulent pas se voir envahis par les gens qui vont compétir sur le plan politique et les bousculer dans leur incompétence et leur confort nuisible pour la population. Mais elle n'est pas tout aussi compétente, cette diaspora-là, je veux dire que... Non, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens là-bas qui ont des ressources et qui ne sont pas à l'image de ceux qui plastronnent actuellement au pays. Franck ici, et qui ne donnent pas l'eau, l'électricité, rien. Maître les poubelles partout dans la ville. Georges Tegem, Dilian Coin. Je peux une phrase juste. En une phrase. Je veux aussi dire une phrase. Un parlementaire actuellement qui est en charge des questions de la diaspora. Que les membres de la diaspora qui souhaitent venir investir au Cameroun se rapprochent de l'honorable Gacha. Je pense. Merci. Il s'occupe de la liaison entre le gouvernement et les membres de la diaspora. On peut faire mieux qu'un parlementaire. On commence là et on va améliorer. D'accord. Eric Nguemaleu, Dilian Coin, Franck Essi et puis Maître Georges Tegem, mais également vous à la maison. Merci d'avoir suivi à nouveau cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.